Donc j'en profite pour vous présenter bien évidemment tous nos vœux, les vœux du club, les miens personnels et ceux de tout le staff du club. Donc voilà, c'est reparti pour un tour. Ce qui nous concerne, je crois d'ailleurs avec Sylvain, ça va faire notre 6e saison que nous allons attaquer ensemble. Et j'espère que cette saison devrait être porteuse de très gros espoirs pour le club en termes de performance. Donc ce que nous avons cherché à faire, bien évidemment, Sylvain vous en touchera un mot tout à l'heure, bien sûr, c'est de renforcer un petit peu cette équipe, puisqu'on a vu lors de la dernière saison où étaient un petit peu nos faiblesses, donc on a essayé de récupérer tout ça, en sachant que la dernière saison, après j'en parlerai plus parce que c'est une saison qui nous a fait beaucoup de mal, où on a eu pas mal de blessés en même temps et des joueurs clés de l'équipe, et tout ça nous a empêché de pouvoir accéder aux phases finales. Et vous le savez tous aussi bien que moi, donc j'espère que l'histoire ne se reproduira pas cette année. On a droit, nous aussi, un petit peu à notre part de chance à un moment donné. Voilà. Donc, nous allons, je vous le disais, renforcer un petit peu cette équipe. Alors, en ce qui concerne les objectifs du club, eh bien, écoutez, cette année, on a un petit peu innové, dans la mesure où moi j'avais pris la décision de ne pas donner d'objectif à l'équipe. Mais par contre, je leur ai demandé à eux de travailler sur la façon dont ils voyaient un petit peu les choses, comment ils voyaient un petit peu l'avenir et les résultats possibles pour cette équipe. Et c'est eux, tous ensemble, sous la houlette de Sylvain Goulès, bien évidemment, qui ont fixé leurs propres objectifs. Et je dois reconnaître que quand j'ai vu le travail qu'ils avaient produit, j'ai été très très étonné. Très très étonné parce que ça va dans le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, c'est, vous le savez, avoir ici sur Toulouse et toute la région un grand club de rugby, à 13. Et pour ça, il faut encore que l'on travaille, il faut que l'on parle de nous, il faut que l'on remplisse aussi nos stades. Voilà. Donc, pour information également, parce que la saison, en fait, elle va démarrer un petit peu avant le 3 février, elle va démarrer le 26 janvier, puisque nous allons organiser cette année pour la première fois, d'une façon un petit peu plus, comment dirais-je, un peu plus importante que les autres années, la présentation de l'équipe et remise des maillots à l'ensemble de nos partenaires et de tous les amis du club. Donc ils seront là le 26 janvier au Moulin des Roches. Et nous attendons à peu près un peu plus de 300 personnes ce soir-là. Donc, pour ceux que ça intéresse, bien évidemment, vous êtes les bienvenus. Voilà, donc, suite au dernier point, mais ça je crois que vous le savez aussi, c'est que nos matchs dérouleront encore cette année à Blagnac. Et ça a été un petit peu difficile nos négociations avec eux, mais enfin on a fini par aboutir. Donc pas de changement par rapport au lieu des matchs. Voilà, donc pour moi j'en ai terminé et je vais donc passer la parole à, je ne sais pas qui, je vais vous dire de suite. Hein, Sylvain. Ah, Sylvain, voilà. À toi. Merci. Ok. Je vais vous parler un peu du Championship donc, de cette année. Excuse-moi, je gêne là peut-être au milieu, non? Donc, où il y a quelques nouvelles équipes, comme certainement vous le savez, et qui vont faire, je pense que ce Championship sera encore plus relevé que l'an dernier. Donc, bien sûr, le KR est monté et Oldham est descendu avec Bradford, mais il y a des équipes comme Toronto et Barrow qui ont gagné leur promotion. Et une équipe comme Lee qui descend de Super League. Donc c'est Lee qui a joué quelques années dans le Championship, qui ont tout le temps, je crois qu'on fait quelques saisons invaincus dans ce championnat, donc ils le connaissent très bien. Ils ont renouvelé assez leur effectif, mais bon, il faut s'attendre qu'ils jouent les équipes de devant.
Toronto qui arrive un peu là comme nous l'an dernier en ayant battu toutes les équipes de Ligue 1, à peu près je crois, puisqu'ils ont fait quand même une défaite. Mais qui arrivent quand même avec leur armada d'étrangers, avec des joueurs d'expérience comme un Macron en demi, Sims en pilier, avec Dave Taylor qui était au Dragon devant. Donc je pense qu'ils seront aussi, ça sera une équipe qu'il va falloir se méfier. Et j'ai envie de dire aussi une équipe de Barreau qui, on la connaît aussi maintenant assez bien puisqu'on l'a joué en Ligue 1, on l'a joué 3 fois. On a gagné notre promotion contre eux et ça avait été une belle partie avec 6-4 à la mi-temps. Donc c'est toujours tout le temps difficile d'aller là-bas. Donc je pense aussi, quand on voit ce qu'on a fait nous l'an dernier, quand on voit ce que Rochdale a fait aussi l'an dernier en arrivant dans ce championship, ils vont venir et ils vont jouer les troubles faits. Donc voilà un peu pour ce qui est des équipes. Il faudra toujours bien entendu compter sur des équipes comme Halifax, Featherstone qui s'est bien recruté. Et des équipes comme Sheffield et toujours après les équipes du milieu un peu ou l'an dernier qui nous ont coûté un peu cher aussi, des équipes comme Dewsbury, Swinton, qu'il faut que voilà, ça montre le niveau un peu de ce championnat, la rudesse de semaine après semaine, où il faut vraiment bien se préparer et être prêt. Je ne sais pas si vous avez des questions sur les équipes un peu. Les favoris, le favori. Je pense que ça va être difficile à dire un peu en termes de favoris parce que moi je vois quand même il y a 6 belles équipes. On a oublié un peu Londres là-dedans, mais Londres c'est vrai qu'ils ont perdu quelques joueurs importants. Mais je pense qu'il va y avoir un championnat quand même qui va être assez serré en haut du tableau et dans ces 6 équipes je nous mets à nous bien sûr où on vise assez haut comme le dit Bernard mais bon Lille je pense qu'elle a l'expérience, Toronto a un entraîneur qui a l'expérience du championship et avec des joueurs aussi qui ont déjà joué dans ce championship. Après je pense qu'ils ont pas mal ils savent pas où ils vont mettre les pieds quand même aussi en termes de voyage, de récupération, etc. Ça va pas être c'est pas la Ligue 1, donc ils ont tout ça à prendre en compte. Il faudra voir comment ils évoluent là, dans ces circonstances-là. Et après, il y a toujours Featherstone qui ont recruté aussi, et qui ont changé un peu de coach, qui ont pris le coach de Swinton, et qui avait un style quand même. Swinton était une équipe qui nous a posé beaucoup de problèmes, notamment défensivement. Donc il faut s'attendre à ce que Featherstone joue un peu le même style de rugby. Donc ça peut faire. Ils peuvent être, je pense, dangereux. Pour un premier match, Swinton, c'est bien. Hein. Très. C'est une belle équipe. Hein. Swinton et Featherstone, les 2 premiers matchs, c'est un style de rugby qui est dur. Les 2 matchs en France, tout à fait. C'est une équipe qui nous a posé beaucoup de problèmes chaque fois, offensivement, donc sur notre défense. Et c'est vrai que et Featherstone sera le même style après, puisque John Duffy est un entraîneur. Donc oui, d'entrée, ça va. Je pense que notre défense va être testée sur ces 2 premiers matchs. On revient à l'équipe, 3 renforts. Ouais, vous voulez qu'on continue dans l'ordre ou parce qu'ils voulaient en venir après. Ouais, et après, d'accord, et après je vous en parle après, d'accord, des renforts de notre effectif. C'est ça qui peut aussi. Ouais, donc c'était juste pour donc effectivement comme l'a dit Bernard, c'était pour parler un petit peu plus de la saison et des temps forts de cette saison, des temps forts on va dire à la fois sur le plan sportif mais aussi sur le plan marketing, communication. Alors déjà effectivement on est sur toute la saison à Blagnac, toute la saison sauf un match qui sera délocalisé à Albi, au stadium d'Albi. C'était une volonté depuis maintenant pas mal de temps de la part du club d'aller un petit peu s'exporter
Comme l'a dit Bernard, on souhaite être un club régional. Et donc c'est vrai que d'aller montrer un petit peu ce que l'on sait faire hors de nos terres, on l'avait en tête depuis un petit moment. Et puis on a d'excellentes relations avec Albi et le club d'Albi, le comité du Tarn. Et donc c'est vrai que quand ils sont venus vers nous pour nous dire est-ce que ça serait pas bien qu'on fasse quelque chose au Stadium d'Albi, voilà, on a vraiment trouvé l'idée très très intéressante. On avait essayé de le faire l'année dernière, ça n'avait pas pu se faire parce qu'on est arrivé un petit peu tardivement par rapport au calendrier. Cette année on l'a calé, et puis on l'a calé sur un très gros match qui est la réception de Lille justement, d'un des favoris de la compétition. Et donc le 16 juin, voilà, on organisera une belle fête au Stadium d'Albi en espérant vraiment remplir ce stade et puis remplir et puis aussi un peu fédérer tous les clubs du Tarn autour de cet événement. Il y aura un tournoi des écoles de rugby le matin, il y aura voilà, vraiment une fête du rugby à 13 sur Albi avec, comme je l'ai dit, toutes les entités qui seront partie prenante, que ce soit dans l'organisation, la communication ou la promotion du match. On va essayer d'impliquer le plus large possible pour encore une fois réussir cette journée. Donc voilà, sur les matchs à domicile, après, donc effectivement, ils se dérouleront sur le stade de Blagnac toute la saison et vraisemblablement une demi-saison supplémentaire en 2019 jusqu'à la livraison du stade Arnonnet. Au niveau des autres temps forts, mais déjà, Sylvain peut-être en parlera tout à l'heure, mais donc il n'y aura pas de matchs amicaux cette année. C'est une volonté du staff sportif assumée. Donc du coup, après derrière, on a deux autres moments clés, ou trois peut-être. Il y a déjà le lundi de Pâques avec la réception de Toronto. Ce match sera en direct sur Premier Sport, puisque tous les matchs de Toronto sont en direct sur Premier Sport. Et peut-être, on est pour parler en tout cas, qu'il soit repris par beIN Sport également. Sans oublier via Occitanie. Via Occitanie, mais via Occitanie fait pas de l'intégralité du match. Voilà. Et puis derrière, donc on a ce qui devait être le déplacement à Toronto au Canada, qui a été remplacé par une invitation de prestige, je dirais, au Magic Weekend. Donc petit rappel, le Magic Weekend, c'est là où dans un même week-end, toutes les équipes de Super League se rencontrent. Ça tourne un peu dans des grands stades britanniques. Alors ça a été déjà au Millennium, ça a été à Murrayfield, ça a été à Manchester, au stade de Manchester City. Et depuis 3 ans maintenant, c'est à St. James Park, donc l'antre de Newcastle United, du club de foot qui a une capacité de plus de 50 000 places. Et donc on a été invité à participer à cet événement, ce qui est assez extraordinaire parce que ça va être les premiers clubs de Championship à participer à cet événement. Là aussi, tous les matchs sont en direct et en intégralité sur les chaînes anglaises. Et voilà, on va donner le coup d'envoi de cet événement. Donc c'est vrai que en toute honnêteté, sur le plan au niveau des partenaires et des supporters, il y avait un certain attrait d'aller se déplacer à Toronto, au Canada. Mais bon, cette opportunité de jouer au Magic Weekend, autant pour les joueurs que pour la visibilité qui va nous être offerte, c'est quand même énorme. Et le dernier temps fort de cette première phase, j'espère qu'il y en aura d'autres bien sûr sur la deuxième phase, c'est le Summer Bash. Alors ça c'est comme l'année dernière, c'est l'équivalent du Magic Weekend pour tous les clubs de Championship qui se retrouvent à Blackpool. Pareil, c'est un grand stade de foot avec beaucoup de monde et avec tous les matchs diffusés en intégralité. Et donc sur ce week-end-là, on va rencontrer Londres. Donc un beau challenge sportif et puis on l'espère ça veut dire que cette année on va rencontrer Londres 3 fois sur la première phase. Voilà un petit peu pour les temps forts de cette première partie de saison 2018. Pas de questions? Sylvain, tu enchaînes? Staff sportif, j'ai envie de dire on est toujours sur la continuité. Ça fait quelques années maintenant qu'on travaille ensemble avec Adam
et Christophe sur tout ce qui est partie un peu rugbystique. Et donc on a une entière confiance en nous et en eux. Et donc il n'y a aucune raison pour nous de changer cette équipe. Et, donc c'est essentiellement les axes. Et donc Adam a pris un peu plus chef de la performance, j'ai envie de dire, sur tout ce qui est charge de travail, kilomètres qu'on fait par jour, par semaine, que tout s'adapte bien avec le terrain, la musculation, le physique. Donc Christophe est toujours aussi responsable un peu de nos stats individuelles et de notre défense. On a mis un peu plus l'accent sur notre staff médical, j'ai envie de dire, avec en embauchant quand même à mi-temps Johan Ferrier, qui est donc maintenant qui a la double casquette de kiné et préparateur physique. Donc c'est vraiment lui qui prépare les joueurs à l'entraînement tous les matins, qui s'occupe un peu des petits soins et qui s'occupe sur la réathlétisation des blessés. Adam, donc un adjoint un peu en termes de préparation physique, qui est John Green, un anglais français, un anglo-français là, qui est en train de faire aussi ses études en même temps et ça fait maintenant 2 ans qu'il travaille avec nous, et c'est quelqu'un qu'on aime bien et qui est très compétent et qui est en train de se former. Et ensuite on a pris donc un joueur qui a arrêté de jouer l'an dernier, qui est Greg White. On l'a pris avec nous en termes de tout ce qui est, j'ai envie de dire, extérieur rugby. C'est tout ce qui est sur la nutrition, la diététique, le bien-être, la relaxation, tout ce qui est mobilité, étirement, tout ce qui doit être fait un peu en dehors des heures d'entraînement. Voilà pour le staff. Excusez-moi, Ouais. ce qu'on peut peut-être préciser, c'est que cette année, justement, parce qu'on avait ce souci de la préparation des joueurs, nous avons fait les investissements nécessaires pour que nous puissions avoir notre propre salle de musculation, donc, qui est aujourd'hui à Lautrec, avec les équipements que souhaitait avoir le préparateur physique. Et par le même biais, il a fallu aussi qu'on investisse sur un très grand chapiteau, parce que vous le savez, on n'est pas encore chez nous. Donc on a investi sur ce grand chapiteau dans lequel on a mis tout le matériel de musculation. Voilà. Et tout ça devrait quand même favoriser la préparation de l'équipe. Voilà, excusez-moi. Voilà pour le staff médical. On continue avec notre équipe médicale qui est notre docteur Cédric Chardourne, notre kiné. Après on a 2 kinés cette année, donc qui est Yann Polozel, on a un ostéo, Seb Gulbur, et on a un podologue aussi qui est Jérémy. Voilà. Comment Ponce, ouais. L'effectif, donc, pour répondre un peu à votre question d'avant, on continue encore, voilà, sur notre même ligne de conduite qui est de conserver la majorité de nos joueurs. Tant qu'on voit qu'ils évoluent, qu'ils sont passionnés, qui sont prêts à mettre les heures à travailler et qui amènent quelque chose et qui j'ai envie de dire, correspondent à nos attentes sur et en dehors du terrain. Donc pour le moment, on a 22 joueurs. Je ne sais pas si vous êtes au courant un peu, etc., mais on est en train de se séparer de Kuninga. Ça fait qu'un moment qu'on travaille avec Uni, ça fait 5 ans qu'il est avec nous. Mais bon, comme je vous ai dit, on a quelques valeurs, quelques cultures et on demande, on est très exigeant. Et à un moment donné, on a des attentes, que ce soit le staff, le club et même, j'ai envie de dire, le groupe de joueurs. Et là-dedans, on a essayé, puisque bon, on sait que Cuny est un papou et qu'il a une culture différente que la nôtre un peu, on a travaillé dur avec lui pour essayer de l'améliorer et faire en sorte qu'il adhère à nos philosophies. Mais bon, on est arrivé maintenant à une limite et donc on n'avait pas d'autre choix que de prendre cette décision pour Cuny. Malheureusement, puisque c'est quelqu'un qu'on aime bien, mais qu'on a essayé de travailler avec lui, mais nous avons pris cette décision. Donc, et ensuite, donc, on s'est séparé de Kane Bentley, Étienne Ferré et Kala Lea. Et donc nous avons recruté pour le moment 3 joueurs
qui sont Sam Rapira, William Barthaud et Eddie Petitbourne. Sam Rapira est un champion du monde avec la Nouvelle-Zélande, est un joueur très athlétique, un pilier très athlétique, qui amène beaucoup de tonicité, qui va amener beaucoup de rigueur, d'agressivité, j'aimerais dire, au milieu. Beaucoup de tenue rapide aussi, c'est quelqu'un qui part dans la tête pour aller au sol et jouer vite. Quelque chose qu'on peut manquer dans notre équipe et après qui va nous amener bien sûr toute son expérience du haut niveau. C'est quelqu'un qu'on a vraiment, il a adhéré à notre équipe, il est vraiment exceptionnel, j'aime dire, dans tout ce qui est aussi hors rugby, malgré toute sa carrière et tout le bagage qu'il a derrière. Il est arrivé, il a demandé, il a posé des questions, il veut toujours autant apprendre, il est vraiment bien avec les garçons, avec tous les membres du club. C'est quelqu'un de très humble et qu'on est vraiment content d'avoir parmi nous. William, oui, malheureusement, tu as raison, Sam, dans la première semaine, un peu qu'on a fait contact, il s'est coupé, abîmé 2 ligaments dans le poignet. Donc là, il voit le chirurgien la semaine prochaine. Normalement, il doit sortir de son plâtre la semaine prochaine et il y aura 4 bonnes semaines de rééducation, puisque il a été immobilisé pendant 5 semaines. Il manquera le premier mois, je pense. On verra comment ça évolue après. Mais normalement, la phase de cicatrisation aura lieu là. Donc William, qui est un demi, qui bien sûr ça fera partie un peu de nos leçons de l'an dernier, où c'est vrai que quand on s'est retrouvé sans Jono et Stan, on était un peu en manque d'inspiration et de direction dans notre jeu. Donc nous avons voulu nous renforcer à ce poste-là, et que de mieux, j'ai envie de dire, que de recruter un joueur comme William Barthaud, qui est donc le demi de l'équipe de France, qui a une expérience en Championship, puisqu'il a joué les 3 dernières années avec les London Broncos, et qui a une expérience de Super League, puisqu'il a fait des matchs de Super League avec les Dragons catalans. C'est quelqu'un qui a une intelligence de jeu excellente, un excellent jeu au pied, qui sait où il veut aller, qui est très déterminé, qui est passionné, et qui met tout en œuvre pour être performant. Donc il va aussi très bien dans ce qu'on recherche dans les joueurs. Je ne sais pas si vous avez des questions sur William. Et le dernier donc qu'on a recruté, c'est Eddie Petitbourne, un Australien qui a joué les 2 dernières Coupes du Monde avec les États-Unis, qui a fait 2 matchs avec les Samoa, et qui a un bagage, donc voilà, encore une expérience du haut niveau, puisqu'il a joué en NRL, il a fait 4 clubs d'NRL, il a joué avec les Wigan en Super League. Eddie est un joueur très explosif, puissant, c'est pareil, c'est un joueur du milieu, pilier, 3e ligne, qui a un bagage technique impressionnant en termes de ballon, tout ce qui est passe, libération de balles, et qui est aussi a cette intelligence dans le placement défensif. Donc voilà, il va nous amener à tous rassurer un peu au milieu, à amener tous ces bagages techniques et physiques au sein de l'équipe. Et pour remplacer Gilgam, vous aurez Cherche. On est en train maintenant de voir, de chercher un peu, de regarder nos options. C'est quelque chose quand même, on veut monter à 23, on n'a pas un effectif dans le groupe pro qui est trop, voilà, 23 joueurs déjà dans cette aventure. Avec 23 joueurs, c'est pas évident, donc c'est sûr qu'il faut qu'on en trouve un et qu'on se renforce un peu là. Après, j'ai envie de dire, j'ai quelques petits jeunes qui sont derrière et qui nous intéressent, qui cette année en plus avec notre formation en Elite 1 qui est beaucoup plus compétitive, et donc on trouve que on espère que ça va nous former de plus en plus de jeunes, mais il y a 2 ou 3 jeunes qui sont intéressants et qu'il va falloir qu'on peut garder au contact de notre groupe pro, parce qu'il faut y compter dessus, il faut les former à la rudesse du Championship, de la Super League, et faire en sorte qu'on sorte des joueurs de chez nous. Et les 3 Australiens, comme récupérer les Broncos, là, tu vas peut-être parce qu'il y en avait 1 ou 2, qu'on avait vu. Oui, ils sont susceptibles. Après, bon, il faut savoir qu'on se pose des problèmes aussi un peu d'éligibilité par rapport à la RFL, pour le recrutement, tout ce qui est pour que les joueurs rentrent dans le quota et qu'on puisse les signer. Il y a quelques règles au niveau de la RFL, et il
faut qu'ils aient joué en NRL, en Super League ou qu'ils aient fait la Coupe du Monde, qu'ils soient internationaux. Et il y a un pourcentage de matchs, etc. Donc voilà, c'est assez complexe quand même. Maintenant, on est sujet à ces règles, donc c'est pas évident. Nouvelle règle. En fait, voilà, c'est des règles qui s'appliquaient pour l'obtention des visas britanniques, qui jusqu'à l'année dernière ne touchaient pas les clubs français et canadiens. Et bon, bien sûr, les clubs anglais sont montés au créneau. Et du coup, ces règles des visas britanniques ont été incluses dans les règles de la RFL. Donc aujourd'hui, elles nous touchent également à nous dans notre recrutement. Voilà. Avec des critères particuliers sur le passé sportif du joueur. En ce qui concerne Minga, il y a déjà de quoi rebondir. Alors, ce qui concerne Minga, donc comme l'a dit Sylvain, j'ai pris la décision de nous séparer de lui après les avoir entendus, et Sylvain et Cédric. Bien évidemment, on a fait les choses, on est en train de faire les choses très proprement avec lui. C'est qu'on lui a demandé donc déjà de se chercher un autre club, étant entendu que pendant cette période, nous, on continuera bien évidemment de le payer, et que dans tous les cas, pour pouvoir s'entraîner et de pouvoir encore un petit peu jouer, on lui a proposé d'aller avec les Broncos. Voilà. Par rapport à Minga, je rajouterai que c'est une décision qui nous a beaucoup coûté, comme vous l'avez dit Sylvain, parce que c'est un joueur qu'on aimait bien, qu'on appréciait beaucoup, mais qui est d'une indiscipline pas possible, et à un moment donné, les choses ne sont plus... il faut que ça s'arrête, quoi, tout simplement. Voilà. On est vraiment désolé de ce qu'il y arrive. Et pour répondre à la question de Jean-Paul, juste, oui, il a bien sûr, un joueur comme Kenny Minga a des touches, que ce soit avec les clubs d'élite française, mais aussi avec des clubs de championship, sachant qu'aujourd'hui, l'inconnu est de savoir s'il a, par rapport à ce qu'il disait Sylvain tout à l'heure, dans notre cas, l'éligibilité pour jouer à l'Angleterre. Donc assez rapidement, ça devrait se finaliser. Ensuite, vous avez annoncé la foulée de la victoire d'octobre, Anthony Maria, qui finalement pour être Oui. bon et qui est d'ailleurs présenté officiellement ce matin à la presse à Perpignan. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé qu'à son retour d'Angleterre, il était prévu qu'il s'arrête à Toulouse pour signer son contrat que j'avais sur le bureau. Parce que si ça n'avait pas été ça, bien évidemment, je n'aurais pas parlé d'Anthony Maria. Et que ça, il ne l'a pas fait. Il est parti directement à la Coupe du Monde en Australie. Et après des appels, des rappels et des re-rappels entre Sylvain et Cédric Garcia, il nous a dit que finalement, il avait fait un autre choix. Et il a été sollicité par les Dragons catalans qui, manifestement, ont fait un peu de surenchère sur lui. Voilà. C'est l'histoire, hein, c'est la vie, mais quelque part, je ne suis pas fâché qu'ils ne soient pas là. Voilà, parce que quand on se comporte comme ça... Hein, Il n'avait pas envie de venir, peut-être. oui, il pouvait aussi nous le dire, et on ne l'a pas forcé nous à venir, à aucun moment. Hein, voilà. Alors, je dis une précision quand même par rapport à tout ce qu'a dit Sylvain. Vous voyez qu'on a amélioré quand même le niveau de cette équipe, et je voulais simplement vous faire remarquer, mais vous le savez sans doute déjà, que nous aurons quand même sur le, comment appeler ça, sur le plateau, sur la pelouse, 7 joueurs qui ont participé à la Coupe du Monde cette année. Cette équipe-là, hein, puisque vous avez les 3 du Théo. Vous avez Bentley qui a joué avec l'Écosse, parce qu'il a de la famille en Écosse, donc il a pu jouer avec l'équipe d'Écosse. Et puis Samra Perrin, et puis Eddie Tiburne, et puis et William Barlow. Voilà. Ah oui, après vous avez, pour les Français, oui, il y a Clément Boyer, Bastien Gader et Marc Herrala. Voilà. C'est une question à Sylvain concernant l'équipe B. C'est vrai que cette équipe est invaincue à domicile, de victoire, elle arrive par mondial 1976. Ça fait plaisir quand même à venir au stade, parce que l'an dernier, le port envoyé enregistrer des défaites sur défaites. Et quels sont les joueurs qui seraient susceptibles, parce qu'il y a des Théron, il y a le petit Lima, tu peux donner quelques mots? Oui, bien sûr, c'est des joueurs, mais les deux que tu as dit, Joseph Théron et Pierre-Jean Lima. Pierre-Jean s'est entraîné tout l'été dernier avec nous, donc
et qui est jeune, hein, il a que 17 ans, donc voilà, mais ils sont dans ces optiques-là, et après ils sont encore, j'ai envie de dire, loin du championship, du niveau de championship, d'accord, il faut qu'il y a encore pas mal d'heures de travail à faire, mais c'est des joueurs que s'ils se donnent les moyens, ils peuvent taper à la porte. Il y en a un autre qui est intéressant, quand il vient un peu, j'ai envie de dire, avec nous, mais c'est Mathieu Jussom, il s'appelle. C'est quelqu'un qui est athlétiquement aussi, rugbystiquement, naturellement, qui est bon, qui a du talent. Et il y a un petit jeune aussi qui est un junior, qui a commencé juste le week-end dernier contre Toulon, qui s'appelle Pierre Fourquet, et qui aussi, Oui. c'est ça, et qui est aussi s'est entraîné un peu avec nous hier et qui montre des signes intéressants. Donc il y a nos Sotir là, il y a 4-5 joueurs qui méritent vraiment. Il faut qu'on les aide, qu'on les forme, parce que ça peut faire partie du futur du Théo. Et une question qui s'adresse à tout le monde. Marc Herrana, qui a peut-être pour moi le plus bel essai de la Coupe du Monde. On en est fiers. Oui, après, bon, je trouve intéressant que Guy n'est pas mis dans le top 5. Bon, c'est Bonnery qui fait le truc, ça c'est une parenthèse. Et je suis désolé, Sébastien. Et est-ce qu'après cet exploit, je pense qu'il a dû être sollicité par des clubs des clubs quand même de Super League, parce que c'est pas tous les jours qu'on vient de faire aux Australiens. Ben, des sollicitations, bien sûr, Marc, je pense qu'il en a eu et il en aura. Après, c'est quelqu'un qui est très droit, qui est très relevable, si tu veux, en tant à la France. Il sait que quand même en venant en France, il a une opportunité, il a saisi cette opportunité, et en même temps, après, il a fait le travail, il a saisi, et il joue dans une équipe, dans une compétition qu'il adore. Il joue dans un club qu'il adore, il joue, et c'est vrai qu'il est bien, il est au centre, c'est vrai qu'il est au cœur du projet en plus. Marc, c'est quelqu'un avec qui on parle beaucoup, qui est facile à parler, et après, voilà, il aime jouer pour Toulouse, donc on a cette chance-là, c'est vrai, parce que d'un autre côté, c'est un excellent joueur, c'est un super joueur, mais c'est vrai qu'après, Jono peut vous en parler aussi un peu plus, mais il adore jouer avec Jono, il adore jouer avec des joueurs dans cette équipe-là, donc est-ce qu'il trouvera ça ailleurs? Il se pose beaucoup la question, il est pas voilà, il est vraiment. Il a trouvé exactement, il a trouvé ses marques, il aime la ville, il aime les gens ici. Et une fille aussi. Ça aide. Donc, Et puis au niveau des sollicitations, hormis cet essai à la Coupe du Monde, il a quand même été élu par quasiment tous les journaux ou même la RFL dans le trio des meilleurs joueurs de la compétition. Donc même avant la Coupe du Monde, c'est quelqu'un, on le sait, il est reconnu, il est connu. En plus, c'est un buteur qui est quand même fiable. Donc voilà, c'est vrai que je pense que les sollicitations, il les a. Pardon ? Il n'avait pas besoin de la Coupe. Ouais, déjà, je pense qu'en tout cas, dans le milieu du Championship, la Super League, voilà, Marc est bien connu et référencé. Juste une précision aussi, parce que ta question est intéressante, Didier, par rapport à l'équipe Elite 1. Et Sylvain l'a un peu abordé, mais par rapport aux jeunes dont tu parlais, c'est vrai que maintenant, après des années un petit peu de rodage, parce que c'était pas évident, je pense que déjà le staff en place fait un très bon boulot avec Julien Gérin, assisté de préparateur physique Bastien et de Aaron Wood. Donc déjà ça il faut un super boulot par rapport à cet encadrement. Et puis il y a des passerelles aussi très très importantes entre l'équipe première et l'équipe élite. C'est les mardis et jeudis, c'est ça Sylvain, où tu as le centre de formation, et beaucoup sont au centre de formation, plus ceux qui ont envie qui viennent à l'entraînement avec pas qu'on a envie, qu'on voit, oui, bien sûr, qui ont un potentiel. Et il y a des oppositions aussi assez régulières. Voilà, donc il y a vraiment des passerelles importantes. Et puis la salle de muscu dont on a parlé tout à l'heure, elle est bien sûr pour l'équipe Championship en priorité, mais elle est mutualisée aussi bien sûr avec les autres équipes. Donc le centre de formation, l'équipe élite, et je crois que même on va essayer de descendre jusqu'au junior, c'est ça. Voilà, donc vraiment c'est intéressant parce que tout le club est dans le bon sens et il y a deux équipes juniors qui seront performantes dans leur division également. Donc tu nous as dit ici bien l'essentiel, mais tu as oublié de nous dire que Sepp, cette année encore, il a rempli. ça va avec
Il a rempilé, ouais. C'est l'avant-nouvelle, il lui manquait les traîneurs. Ben, c'est ça, il a comme objectif de 250 matchs, il lui en manque quelques-uns. Donc oui, Seb sera toujours notre capitaine emblématique. Bien sûr, on est content de le conserver encore un an de plus. L'année dernière, je pense que vous avez dit pareil, non? C'est peut-être sa dernière année. Mais bon, on le prend année après année avec Seb et on voit. Hein? Comme les artistes, comme les chanteurs. On voit où il en est, on fait le point, on voit comment il est physiquement et mentalement. C'est vrai que l'an dernier, le pauvre, il s'est blessé, et donc il a manqué un peu la fin de saison. Hein? Oui, ouais, exactement. Non, c'est sûr, tout à fait. On a tiré sur pas mal de joueurs. Et voilà, mais c'est vrai qu'il est important au sein du groupe, au sein des joueurs, donc on est content de le conserver. Et il sera bien sûr assisté de Jono, qui pareil est beaucoup plus porté sur le jeu, sur notre commande, de la façon dans laquelle on joue, sur notre aspect technique et tactique, et qui est quelqu'un de très intelligent sur et en dehors du terrain, et qui nous amène énormément. Donc voilà, on compte quand même deux grands leaders ici au sein de cette équipe. Jono, comment tu as retrouvé les équipiers? Le quoi? How did you Other find teammates. your teammates? Well, La même envie que l'année dernière? Same energy, the same. non, moi je pense qu'on progresse un peu plus. Je parle un peu avec Marc Corral avant, mais la main chose c'est le culture. Le culture monte un peu plus, ça c'est la différence dans l'équipe. Tout le monde veut rester ici dans l'équipe pour longtemps, c'est 6 ans, 7 ans maintenant. Il y a Marc Corral pour 6 ans, mais il y a Reese Karen aussi. Beaucoup d'étrangers, quand il est venu ici, il veut rester ici, comme Conmico aussi. Et ça, c'est un bon exemple du club, le coach dit dans le groupe. Et ça, c'est le plus important pour moi, pour progresser. C'est pas juste rugby, c'est le coach, c'est la meilleure chose pour moi. Et ici, c'est très bien. Et ça, c'est pourquoi je reste ici pour longtemps. C'est pas un autre choix, il y a un bon groupe avec tous les leaders ici. Ça, c'est pourquoi. Et après, quand tu as beaucoup de monde comme ça, le groupe de leaders comme ça, pardon, tous les gens, tous les autres joueurs, besoin de monter et reste en groupe, reste ensemble avec ça, et continue de travailler pour le même but, le même but ensemble, ouais, c'est ça. Pour revenir sur l'hiver, on est à 2 semaines, pratiquement 2 semaines et demie. Quel est l'état des troupes, sachant que tu avais un retard plus long de Bruges? Comment sont l'état des troupes? Voilà. Écoute, j'ai envie de te dire excellent. Ouais. Hormis quelques pépins, donc, et le gros pépin c'était Sam Rapira, mais après on a quand même un groupe en très bonne santé. La préparation a été de niveau cette année, on a passé un autre cap. Les joueurs ont fait de grosses journées de 9h du matin jusqu'à des fois, le plus tard c'était 17h le soir, que ce soit en termes de préparation physique, mais après il y a eu aussi tout ce qui est rugbystique, technique, tactique, mais aussi ça fait 3 semaines que chaque après-midi on passe dans les salles à parler un peu de ce que Jono vient de vous dire, de nos cultures, de notre qu'est-ce qu'on veut faire en termes de rugby, qu'est-ce qu'on veut évoluer, où on veut évoluer en termes un peu aussi, enfin voilà, que ce soit défensivement, offensivement, etc. Donc non, vraiment, même malgré que le groupe a été restreint, et puis ce joueurs qui ont fait la Coupe du Monde, c'est vrai que c'est jamais évident une année de Coupe du Monde. Je trouve qu'on a encore une fois transformé en positif. On a commencé les 6 premières semaines où on était des fois 14, 15 en entraînement. Mais de notre côté, on a transformé en positif parce que ça veut dire qu'on pouvait s'occuper un peu mieux de ces joueurs. Ces joueurs avaient notre responsabilité et on trouve qu'ils ont élevé leur niveau. Et quand les internationaux donc sont rentrés, on a pu voir une différence. Et c'est vrai qu'Adam a fait un travail formidable en termes de... On a une équipe qui, je crois, doit peser 3 kilos de moyenne de plus que par rapport à l'an dernier. Donc ils ont levé avec notre salle de... avec notre nouvelle salle de muscu, il y a certains joueurs qui ont fait 2 séances de musculation par jour, donc voilà, ça nous a permis d'avoir
une autre aisance sur notre planning et qui a fait que derrière on a pu donner pas mal d'outils de matériel aux joueurs et ils l'ont saisi à deux mains, ils ont vraiment été formidables je trouve sur toute la préparation. Donc voilà, ouais, maintenant on est à la fin, ils ont 2 grosses journées demain et vendredi. Ensuite c'est une semaine de décharge qui sera un peu plus cool et après c'est la semaine de préparation du premier match contre Swinton. Donc. Tu n'as pas voulu faire un match contre les Dragons? Oui, ça a été délicat et pas facile. On s'est pas mal concerté, on en a beaucoup parlé. Ils voulaient. Le week-end avant notre premier match, il y a eu des pour et des contre, mais dans cette année de Coupe du Monde qui était difficile, nous, notre effectif, qui est maintenant 22, on partait sur 23. J'avais 6 joueurs qui ont recommencé début décembre. Je ne me voyais pas jouer un match amical, demander à des joueurs de faire encore un peu plus de 80 minutes à une semaine de match de Swinton. Donc, derrière, on a l'expérience un peu aussi, et ce match amical l'an dernier qu'on avait fait contre les Dragons, on s'était fixé, on le voulait vraiment là, et c'était presque nos objectifs, et qu'on a réussi. Mais c'est vrai qu'aussi derrière, il y a eu quand même quelques pépins. On avait pris 2 KO. Jono s'était fait mal sous le pied, il avait fait le premier match, et Killer s'était cassé un doigt de la main, il avait joué 2 semaines, mais après on s'en est aperçu plus tard. Enfin, voilà, il y a eu quelques pépins. Malgré tout, que bon, voilà, si on avait 30 joueurs, on l'aurait fait. Et si on n'avait pas fait la Coupe du Monde, peut-être on l'aurait fait, parce que c'est quelque chose, je pense, en termes de com, et même pour les supporters, la ville de Toulouse, et même les joueurs, il y a des joueurs qui étaient déçus. Mais bon, cette année, voilà, on a pris cette décision, et derrière, on a un groupe qui ne change pas trop aussi. Avec les entraînements que l'on fait, on s'est fait quelques oppositions la semaine dernière, hier, entre nous. On estime et on espère que l'on sera prêt pour le premier match. On en prend la responsabilité et on l'assumera. Et voilà. Kane est plus là, comme option talonneur. Anthony Marion est plutôt quoi? Talonneur ou troisième ligne? Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Anthony Marion est un joueur en or, j'ai envie de dire, puisque c'est quelqu'un qui peut jouer un peu partout, qui peut jouer talonneur, qui peut jouer demi, puisque l'an dernier, bon, quand on a perdu Jono, c'est lui qui l'a remplacé, et qui peut jouer troisième ligne. C'est quelqu'un que n'importe où il va, il performe. Donc je ne le mets pas dans la catégorie des talons, dans la catégorie d'un demi, dans la catégorie d'un 13, parce qu'en même temps, je veux qu'il apprenne en plus derrière tous les postes, ces 3 postes, et qu'il se prépare à jouer les 3 postes. Donc, préféré pour le moment, on a 3 talons. On a Anthony Marion, donc Charles Bouzinac et Mourad de Crioche. Il n'y a pas de préféré pour les deux? Non. C'est 3 styles différents, j'ai presque envie de dire aussi, ce qui nous amène des options. En ayant un effectif de 23 joueurs, en avoir un gars comme Anthony Marion, ça vaut de l'or. C'est important d'avoir des joueurs un peu qui soient polyvalents. Donc voilà, et pour le moment, il travaille beaucoup à ce poste-là, au poste de talon, mais il travaille beaucoup aussi en 13, et un peu moins sensible, j'ai envie de dire, ces années, puisque bon, on a maintenant 3 bons. On a William qui est là pour ce poste. Autre chose, la saison dernière, il y avait des gros problèmes en Angleterre. Début de saison avec les conditions, très mauvaises conditions contre Sheffield, qui était à Bellevue, je pense. Also, Bradford et Halifax. Halifax, on avait gagné. Avec le break, c'était des conditions très difficiles. Ils avaient perdu les points. Est-ce que vous avez fait quelque chose cette année pour préparer mieux pour ça? De spécial, j'ai envie de dire non, mais après c'est l'apprentissage, c'est l'expérience, on sait que ça va arriver sur le mois de février, et j'ai envie de dire, c'est sûr que ces matchs-là, on peut se dire qu'on l'a perdu peut-être à Dewsbury, le dernier, le top 4 à Oldham, etc., mais ces 2 matchs-là dont vous parlez nous ont fait mal, et d'arriver à Wakefield pour jouer contre Sheffield dans ça debout, c'est vrai que mentalement c'est quelque chose qui peut-être... Parce que quand on voit statistiquement ce match, tu te dis, c'est impossible qu'on l'ait perdu. Mais on l'a perdu, et on l'a bien perdu, c'est le match qu'on a perdu le plus, de 20 points, je crois, ou quelque chose comme ça. Et qu'on n'a pas su, malgré que ce n'est pas le problème de faute, etc., parce qu'on avait fait très peu de fautes dans ce match-là, mais on n'arrivait pas à marquer. Et là-dedans, ça rejoint un peu ce qu'on disait avant, on a manqué nos meneurs un peu sur ce match-là aussi à Sheffield, et que peut-être on aurait su trouver
les failles dans leur défense, mais c'est sûr que ça fait partie de l'apprentissage, c'est pareil. Bradford, on y est revenu après, on savait à quoi s'attendre un petit peu là. Haute salle, etc., l'atmosphère, l'ambiance, c'est vrai que on peut s'en servir un peu de ça, on sait où on va mettre les pieds cette année un peu. L'année dernière, on ne savait pas trop, on sortait de League 1, de League One, on ne savait pas trop où on allait. Bon, on avait fait un bon match contre Batley d'entrée, mais bon, après oui, on se retrouve à Sheffield là-bas sur le stade de Wakefield et un peu embêté. Bon, exactement, mais maintenant, c'est des expériences qui vont nous servir, parce qu'on n'a rien fait de spécial, mais on l'a dans la tête, on en parle, et c'est quelque chose que aussi, on en parle, on en a parlé, et ça c'est quelque chose que Sam Rapira nous a amené. On en a parlé un peu de toutes les conditions, de tout ce qu'on ne peut pas contrôler, on en parle au début de saison, et derrière, après ça se passe dans la tête, soit tu veux te dire que oui, tu vas jouer dans la boue, il va faire froid, il va pleuvoir, soit tu te dis que c'est fini, oui, pour tout le monde ça va être pareil, et il faut faire le job. C'est pas un truc psychologique maintenant avec les joueurs? Parce que les Anglais, beaucoup d'Anglais m'ont dit écoute, tu ne peux pas jouer dans la boue. On va gagner parce qu'il ne peut pas jouer comme ça. Je ne sais pas si c'est implanté dans la tête maintenant. Quand on voit la boue. Encore une fois, on a un jeu peut-être qui vaut mieux qu'on ait de meilleures conditions un peu de temps, mais après à un moment donné, maintenant, on sait, je pense qu'on doit savoir se jouer avec les conditions un peu plus. Alors c'est là qu'on aussi, et c'est un peu ce jeu à l'anglaise, c'est pour ça qu'ils ont des gros packs, ils se servent un peu plus au milieu du terrain, que nous on est beaucoup plus sur les extérieurs. C'est pour ça que bon, on s'est renforcé dans ces domaines-là aussi au niveau du pack pour essayer. Des fois, il faut savoir jouer avec les conditions, bien sûr. Après, psychologique, je ne pense pas. On a eu su gagner aussi des matchs sous la pluie et dans la boue. Donc, Ferré est reparti à Carcassonne. C'est un joueur qui promettait. Vous auriez fait beaucoup de promesses sur lui. C'est une décision personnelle. ouais, commune, j'ai envie de dire, puisque bon, ça aurait été difficile pour lui aussi de continuer dans notre groupe. Et ensuite, après, bon, donc il voulait savoir où on en était un peu, parce que derrière, il avait des contacts avec Carcassonne, donc il a pris cette décision. Je pense que c'est une excellente chose pour lui. C'est quelqu'un qui doit avoir du temps de jeu, jouer pour qu'il s'améliore. Chez nous, c'est vrai que son temps de jeu était limité. Et derrière, c'est quelqu'un qui a vécu quand même pas mal de choses un peu dans le passé et qui a besoin c'est pour ça qu'il a besoin de ce temps de jeu, il a besoin de se mettre en confiance, il a besoin de pratiquer, de jouer, et après on verra où ça l'amène, et on ne sait jamais si peut-être si il performe, il est constant aussi, il est régulier dans ses performances, c'est quelque chose, quoi. C'est un joueur que l'on peut éventuellement ramener au club, mais voilà, pour le moment je pense qu'il a besoin de ça, il a besoin de jouer semaine après semaine pour se mettre en confiance, et voilà. Après c'est un bon petit joueur offensivement qui connaît le rugby, il est passionné aussi, donc c'est intéressant de voir ce qu'il va faire. Je reviens un peu sur l'objectif fixé. C'est top 4 ou top 4, où est-ce que je veux dire? Est-ce que d'abord top 4 et on verra, on ne va pas aller plus loin pour l'instant, ou... Écoute, c'est quelque chose de très haut, j'ai envie de dire, et je vais répondre un peu vaguement parce que c'est un travail qu'on a fait avec l'équipe et que je veux respecter. Mais c'est quelque chose, oui, on se vise haut, plus haut que l'an dernier, et derrière on veut donc suivre cette progression, on veut s'entraîner pour se fixer cet objectif, pour arriver à cet objectif. Et ce qui fait que si on manque cet objectif, on sera dans le top 4 aussi. Si vous voyez où je veux en venir. L'an dernier, on s'était fixé ce top 4, on a fini à un point, on a fini 5e. Qu'est-ce qu'on se dit? On n'était pas loin finalement. Donc voilà, on a voulu viser haut, plus haut, et les joueurs sont arrivés à ça. Et derrière, il y a cet objectif, mais il y a le comment, il y a le pourquoi et comment on va y arriver. Et ils ont fait un travail formidable là-dessus, à se poser des bonnes questions, à trouver les bonnes réponses, et tous ensemble. Donc. Ce que je rajouterais par rapport à ça, c'est que vous le savez que l'ambition du club, c'est au moins ces 3 ou 4 dernières années,
c'est bien évidemment un jour de pouvoir accéder à la Super League. Et pour nous, c'est le Graal. Et peut-être que cette année, avec tout ce qui a été mis en place, tous les investissements que nous avons faits, la dynamique de cette équipe fera que peut-être on aura l'opportunité de frapper à la porte de la Super League. Voilà. Alors c'est pas un objectif que je fixais au club, bien évidemment, mais on l'a tous dans la tête, c'est sûr aussi. Voilà. En 2019, tu parles de changer le système encore avec le licensing. Pas été, Vous avez parlé de ça? On a aujourd'hui aucune, comme toi, Peter, on n'a aucune information claire là-dessus. Ça parle beaucoup, il y a des débats. Tu sais que les clubs de Super League sont déjà divisés entre eux. Et il y a aussi une certaine scission avec les clubs de Championship. Là, pour l'instant, nous, en tant que club invité de la Melody Football League, on est un peu un spectateur. Donc on va voir comment ça se décante. Je sais qu'ils voudraient repasser peut-être supprimer les Super 8, Super 8. On va voir. Et normalement, la RFL s'est engagée avant le début de la compétition 2018, c'est-à-dire avant février, de donner les règles pour 2019. Sauf qu'avec les changements qu'il y a eu à la RFL et Nigel Wood qui s'en va, il y a aussi Roger Belper, le directeur commercial qui s'en va. Donc, je ne sais pas si on aura une réponse là. Ce qui est sûr, c'est que nous, en tant que club, on a demandé à la RFL que d'ici à mars, effectivement, on en sache un peu plus sur la saison 2019. Voilà. Peut-être parce que je sais que c'est pas son exercice favori, mais du haut de ces 242 matchs, peut-être tu pourrais peut-être me dire comment toi tu vis cette énième pré-saison au Théo et comment tu vois la saison, parce que c'est intéressant quand même de t'entendre, même si je sais que ça t'achète un peu. La pré-saison, on était axé sur le travail individualisé. Tout ce qui était programme physique ou même terrain, c'était du cas par cas. Je pense que tout le monde a beaucoup progressé. La saison à venir, on a tous fini la saison dernière un peu amèrement, on était déçus. Donc je pense qu'on ne veut pas reproduire les mêmes erreurs cette année. Et on veut vraiment atteindre l'objectif qu'on s'est noté. Donc on a tous hâte de reprendre la saison. Je pense que tout le monde en a un peu marre de cette intersaison. On court, on charge. C'est assez... C'était dur, c'était intense. Donc tout le monde a envie de lâcher les chevaux là, dans 3 semaines. Donc hâte que ça commence. Ouais. Cédric, tu pourrais nous parler du stade hollandais, quand même, un peu. Oui, bah ça va être assez vite fait puisque tout suit bien son cours. Le planning de la mairie et des entreprises qui assistent la maîtrise d'ouvrage est respecté. Donc il y a eu une première phase de destruction des tribunes et là en fait il y avait la suite va reprendre d'ici ils sont en mode avant travaux et donc les travaux à proprement dit vont reprendre fin février début mars. Donc le timing prévu est toujours le même, c'est-à-dire une livraison du stade pour fin du premier semestre 2019. C'est pour ça que on parlait de 1 an et demi à Blagnac, en espérant voilà, qu'effectivement il n'y ait pas d'autres retards et qu'on ait bien cette livraison pour peut-être la deuxième partie de la saison 2019. Et avec impatience aussi, parce que c'est vrai qu'on est bien accueilli à Blagnac, il n'y a pas de souci, c'est un stade qui offre de bonnes infrastructures. Mais à un moment donné, ça va faire, là on attaque la 3e saison sur la route. Il nous tarde de revenir chez nous quand même, parce que ça offre un confort et des possibilités de développement bien supérieures, sans parler de l'aspect financier bien entendu.
c'est le format de la compétition, c'est le même, il n'a pas changé. 23 matchs en première phase et au bout de ces 23 matchs, on verra où on se positionne pour voir de quel côté on va. Voilà, exactement. Et donc ça fait encore une saison en championnat à 30 matchs, ce qui est quand même assez énorme. C'est assez énorme. Plus la coupe. Non. Ah, tu comprends la coupe. Non, la coupe, on ne fait pas la coupe d'Angleterre cette année. Oui, ok. On ne fait pas la coupe d'Angleterre cette année. L'année dernière, ça fait combien? 34 matchs total avec les Dragons, l'année dernière, c'était 34 matchs. Le président est confiant, l'entraîneur aussi, Cédric aussi, pareil. Et moi, en termes de Une question, ben, le message que je vais vous faire passer, ça va vous faire sourire, mais c'est que pour qu'on puisse grandir et encore grandir, bien évidemment, on a besoin de vous, on a besoin que vous parliez de nous, on a besoin que vous parliez du 13, et parce qu'on peine un petit peu avec les médias, vous le savez tous, le 13 est toujours un petit peu en dessous de la barre, et on voudrait pouvoir passer au-dessus de cette barre. Donc, essayez de nous aider à la franchir. Voilà, merci à vous. Merci.